Bonjour à tous, voici l'effet de Jules Thomson. Donc, on commence. Dépendance à la pression de l'enthalpie conduit à des phénomènes intéressants dans la libre expansion d'une gaz. Ça veut dire qu'on parle ici d'une expansion adiabatique. On se rappelle qu'avec cette formule-là, on peut calculer le delta H à partir des chemins alternatifs. Donc ici, on parle de l'expansion adiabatique où généralement le gaz va se refroidir après l'expansion. L'obstacle, donc ici, si on regarde qu'est-ce qui se passe, donc le gaz va en pression et en température, il y a un obstacle poreux. L'obstacle poreux va faire en sorte que la pression va diminuer, va étrangler le fluide, ça va faire en sorte que la pression va changer, donc il va subir quelque chose à la température. Donc ici, on a que le gaz entre à la pression P1 et T1, il va ressortir après l'obstacle poreux, l'étranglement, et la pression bien sûr va diminuer et la température va subir un changement, soit qui augmente, soit qui va diminuer. Comme on dit tantôt, ici dans cette sorte de phénomène, on espère généralement que l'expansion adiabatique d'un gaz, généralement, ça donne un refroidissement, il va se refroidir. C'est ça qu'on attend généralement. Par contre, on va voir qu'il va, il va, va se produire d'autres différents phénomènes. Donc, comme je dis, c'est un procédé adiabatique. Donc, ici, en expansion, cette expansion-là, il va faire en sorte que le gaz doit occuper un volume plus grande. Cette dispersion-là, cette expansion-là, va faire en sorte qu'il a besoin d'énergie pour faire ça. Alors, comme c'est adiabatique, l'énergie, il va la sortir de lui-même. C'est pour cela qu'on attend que le gaz va se refroidir. Par contre, il y a d'autres phénomènes qui vont arriver. Bon, on y va. Donc, voici, on va faire maintenant le bilan des masses. Donc, ça, c'est notre volume de contrôle. Ça veut dire que ça va être le système auquel on va faire le bilan de masse. Donc, on commence avec le bilan de masse. Notre équation générale de bilan de masse, on a deux débits, débit M1 et 2. Donc ici, si on suppose que le système est à régime permanent, ça va nous donner que M1 est égal à M2 égale à M. C'est pour cela qu'ici on a M1, MA. Le débit est le même. Alors, si on continue avec notre volume de contrôle, on va faire le bilan d'énergie. Donc, le gaz qui entre, il a une charge d'enthalpie, énergie cinétique, énergie potentielle. Même chose à la sortie. Donc, si on suppose que notre système, comme déjà dit, pour le bilan des masses, c'est un régime permanent, donc toute la partie des variations d'énergie est égale à 0. Et ça, on peut négliger le delta d'énergie cinétique et le delta d'énergie potentielle parce que ça, c'est une petite procédé où on va avoir un étranglement vite. Donc, si on développe notre bilan d'énergie, on peut décomposer ça comme delta H, delta C, delta EC et delta EP. Ici, on peut, c'est ça qu'on vient de dire. Donc, c'est delta EC et delta EP, on peut le négliger par rapport à le delta H, que dans ce cas, Q est égal à M point fois delta H. Si on pose que la conduite est adiabatique, donc finalement M fois delta H est égal à 0, delta H est égal à 0. Ça veut dire l'enthalpie à l'entrée est égale à l'enthalpie à la sortie. Alors, nous pouvons déterminer la variation de la température de la diminution de la pression. Ça veut dire, dans ce système-là, il y a une pression d'entrée, une température d'entrée, et une température de sortie, une pression de sortie. Alors, il y a une variation de la pression par rapport à la température, versus une variation de température par rapport à la pression. Cette variation-là, généralement, on va l'exprimer comme le delta T par rapport à P en enthalpie constante, et cela qu'on appelle coefficient de Joule-Thomson. Ça veut dire mu Joule-Thomson, qui
qui est défini comme le delta T par rapport à P à H constante. Si on fait une petite graphique de température versus pression et on graphique une courbe d'enthalpie constante, c'est ça qu'on montre ici, donc ce diagramme de température versus pression va nous montrer, comme je viens de dire, des courbes de enthalpie constante. Donc, on va voir un comportement très particulier. On va voir que cette courbe-là, généralement, va avoir ce comportement-là, où il y a un maximum. Donc, dans cette courbe, on peut voir que la pente, dans n'importe quel point, ça va nous donner les coefficients de Joule-Thomson. Donc ici, on a un premier cas. À gauche de notre maximum, on peut voir que la pente est positive. Ça veut dire que le coefficient de Joule-Thomson est positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un changement de pression, ça va causer le même signe de changement de température. Ça veut dire, si la pression augmente, la température augmente. Si la pression diminue, la température diminue. Dans notre cas, on est dans une expansion, ça veut dire une diminution de la pression. Donc, dans ce cas-là, la température va diminuer quand la pression va diminuer. On a un deuxième cas, quand la dérivée de T par rapport à P est nulle, ça veut dire qu'il n'y a aucun changement dans la température quand il y a un changement de pression. Et le troisième cas, c'est quand les pentes sont négatives, ça veut dire quand le gaz va s'expandre, la température va augmenter. Ça, c'est le troisième cas. Alors, la température où il va arriver cette inversion-là, ça veut dire on va passer des coefficients de Joule-Thomson positifs à négatifs, donc on appelle ça une inversion. Donc ça va, cette inversion-là va arriver à la pression d'inversion, donc c'est ce point-là où il y a cette dérivée qui est nulle, on l'appelle la température d'inversion à la pression d'inversion, ou on peut l'appeler aussi la température de Boyle, ça veut dire la température où il y a ce changement de comportement. Voici une courbe. Ici, ça va être plutôt en fonction de la température réduite, en fonction de la pression réduite. Tantôt, on avait fait la courbe différemment. Maintenant, pour l'instant, regardez pas la courbe rouge, parce que les courbes noires ont le même comportement qu'on vient de parler. Ça veut dire on a température-pression. Ici, on a des courbes qui vont avoir des maximums. Donc, chaque courbe commence avec une partie où le coefficient de Joule-Thomson est positif. Après ça, il y a le point d'inversion et après ça, le coefficient de Joule-Thomson est négatif. Chaque courbe qu'on peut voir ici a le même comportement. Si on fait l'union de tous les points où là, il y a le changement, il y a l'inversion des coefficients de Joule-Thomson, ça nous donne la courbe rouge. Donc la courbe rouge, c'est la courbe d'inversion. Tout ce qui est à gauche de la courbe rouge, ça représente les coefficients de Joule-Thomson à différentes valeurs d'enthalpie et quand cet coefficient-là est positif. Donc ça veut dire que le gaz va se refroidir quand il va s'expandre. Cas contraire, ça veut dire de l'autre côté de la courbe, côté droite de la courbe, on va avoir un coefficient de Joule-Thomson positif. Dans ce cas-là, le gaz va se réchauffer quand il va s'expandre. Donc, autrement dit, le coefficient de Joule-Thomson est positif, donc dans ce cas, on dit que la température diminue lorsque la pression diminue. Alors, c'est quoi la cause de ça? Mais ici, on va dire que les forces d'attraction dominent. Donc, ne vous inquiétez pas. Dans les prochaines diapos, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire que les forces d'attraction dominent. Dans le deuxième cas, on a les coefficients de Joule-Thomson négatifs. Ça veut dire à la droite de la courbe rouge. Dans ce cas, la température augmente lorsque la pression diminue. Ici, on va dire que les forces répulsives dominent. Donc, les deux régions sont séparées par la ligne d'inversion. Sur cette ligne, la pente de T versus P nulle sur les courbes à H constante. Donc ici, on va dire que les forces attractives
répulsifs sont balancés, les températures correspondantes à ces points correspondent à la température de Boyle. Donc la température de Boyle, c'est la température d'inversion. Cette température est très importante parce que ça va nous dire jusqu'à quelle température le gaz va se refroidir quand il va s'expandre. Il y a des procédés, quand on utilise ça dans des cycles de refroidissement, de réfrigération qui vont se servir de l'effet Joule-Thomson pour refroidir un gaz. Ça veut dire en ajoutant un obstacle dans le tuyauterie, dans le pipe, dans les tuyaux où circule le gaz, ça va causer que le gaz va se refroidir. Donc, c'est un effet qui est désirable. Donc, la température de Boyle, généralement, pour la plupart des gaz, c'est une température qui va être plus supérieure à la température ambiante. Il y a juste 2 ou 3 gaz moléculaires, je pense que ce sont les gaz unimoléculaires, où cette température d'inversion-là est très basse. Donc, c'est des gaz qui vont se réchauffer quand ils vont s'expandre. Bon. Alors, pourquoi arrive tout ça? Voici une petite façon d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Disons qu'on a 2 molécules de gaz. Ces deux molécules de gaz qui vont avoir une vitesse, parce que vitesse moléculaire, donc on se rappelle que la vitesse moléculaire qui est reliée à l'énergie cinétique, cette vitesse va être reliée à la température. Donc cette molécule-là ont une température parce qu'ils ont une vitesse moléculaire. Et en même temps, il y a une énergie aussi potentielle qui est reliée à la position de la molécule à gauche par rapport à la molécule à droite. Ici, les courbes ont représenté la vitesse. Donc, disons qu'il bouge à certaines vitesses, donc il a une température reliée à cette vitesse-là. Et grâce à la distance moléculaire, ils ont une énergie potentielle. Cette énergie potentielle est reliée aussi à la force à laquelle ces 2 molécules sont attirées. Donc, disons qu'ici, on parle de la situation où les forces d'attraction sont très fortes. Donc, les forces d'attraction sont très fortes, donc les molécules sont une attirée après l'autre. Alors, cette attraction-là, ça donne une énergie, c'est comme une espèce de ressort. Disons qu'on a un ressort qui te comprime, donc je comprime ce ressort-là, donc il y a une énergie rangée dans ce système-là comme énergie potentielle. Toute cette énergie-là est reliée, bien sûr, à l'enthalpie. Parce qu'on se rappelle que l'enthalpie est égale à U plus P. Et l'énergie interne, il va stocker toute cette énergie-là. Donc énergie potentielle, énergie cinétique. Après l'expansion, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les molécules vont s'éloigner. Mais comme les forces d'attraction sont très fortes, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les molécules doivent vaincre cette attraction-là pour occuper le volume qui en a de plus. Ça veut dire la pression diminue. Les molécules vont avoir la tendance de s'expandre, de s'éloigner une de l'autre, mais il y a des forces d'attraction ici. Et pour pouvoir vaincre cette force d'attraction, les molécules vont ralentir. Qu'est-ce qui va avoir comme conséquence? C'est que la température va diminuer. Donc, on est dans le cas où le coefficient de Joule-Thomson est positif. Dans ce cas, le gaz va se refroidir quand il va s'expandre. Ici, les forces d'attraction dominent. Disons un deuxième exemple. Disons que maintenant, on a 2 molécules de gaz, mais dans ce cas-là, ils sont reliés à cette molécule-là. La même chose, énergie potentielle, énergie cinétique, mais ici, ce sont les forces de répulsion, les forces de répulsion vont dominer. Dans ce cas-là, les molécules ont certaines distances une de l'autre qui donne une énergie potentielle qui va faire en sorte qu'ils vont bouger à une certaine vitesse aussi. Alors, cette distance-là est limitée à cause de l'espace où ils sont. Qu'est-ce qui arrive après l'expansion? Après l'expansion, les molécules vont se séparer, ils vont avoir la tendance de s'éloigner une de l'autre parce qu'il y a beaucoup d'espace libre pour
occupé, mais qu'est-ce qui va arriver? Comme les forces de répulsion sont très fortes, ça va donner une espèce d'élan à la molécule. Donc la molécule va partir. Donc cette force énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique. Donc les molécules vont s'accélérer, pourtant la température va augmenter. Voilà l'explication du phénomène de les deux cas de coefficient de Joule-Thomson.